vidéo en replay. Alors, lorsque j'ai découvert l'intitulé de cette conférence, mais je me suis dit pourquoi? Pourquoi associer alors une série à succès, vous connaissez certainement Game of Thrones, avec plusieurs saisons maintenant, pourquoi associer cette série à la reprise d'entreprise? Parce que c'est Thierry Lamarque. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous êtes président dans le Théo. Voilà. Ça, c'est votre métier, si je puis dire, Voilà, votre c'est mon fonction. métier. Mais pourquoi, à un moment donné, monsieur Lamarque, vous associez la série Game of Thrones à la reprise d'entreprise? D'où vient cette idée un peu folle? Alors, tout simplement parce que je suis un fan absolu de Game of Thrones, que je suis depuis la création. J'ai à peu près tout lu sur le sujet. J'imagine que certains d'entre vous ont lu les 15 volumes écrits par George Martin. 6000 pages, hein, c'est ça en gros. Oui, hein. oui, Ouais, 6000 pages. Autour de 6000 pages, oui. Pas mal. Voilà. Et puis, à un moment donné, il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre de parallèles intéressants entre l'histoire de Game of Thrones et des projets de reprise d'entreprise. Alors, un mot sur la reprise d'entreprise en France. C'est quelque chose qui ne se pratique pas encore assez, j'ai envie de dire. hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, les entrepreneurs hésitent assez souvent entre la création d'entreprise et la reprise. Alors la création d'entreprise est plus l'affaire des 25-35 ans peut-être, hein, et la reprise d'entreprise, on y pense un peu plus à 40 ans, 50 ans. On a quand même une belle population de repreneurs en France, hein, très chevronnés, très motivés pour aboutir sur leur projet. Alors, moi je suis tout oui, j'ai envie de vous écouter. Quel parallèle peut-on faire entre la reprise d'entreprise et cette fameuse série Game of Thrones? Je vous laisse faire et je vous écoute. Parfait. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, on va traiter la reprise d'entreprise sous un angle assez original. Voilà. Bien, donc effectivement, la reprise d'entreprise vue sous l'angle Game of Thrones, donc avouez que le sujet est intriguant, original, et on va essayer de voir dans cette série, dans cette saga, ce qui peut effectivement nous faire penser à des projets de reprise. C'est parti, on y va. Pour vous mettre dans l'ambiance. Bien. Alors, pour ceux d'entre vous qui auraient passé les 10 dernières années sur la planète Mars, quelques mots sur la saga et cette série qui a connu un succès absolument mondial. Donc, le premier volet de la saga Game of Thrones, dans la littérature, le Trône de Fer, la première parution a lieu en 1996. Par un auteur américain qui s'appelle George Martin.
Et il s'agit d'une saga fantastico-médiévale qui rassemble effectivement à l'origine une quinzaine de volumes et qui rassemble quelques 6000 pages. Donc une saga auquel on est peu habitué dans ce genre de domaine en termes de volume. Et la première adaptation télévisée a eu lieu en 2011. Cette adaptation a connu immédiatement un succès mondial, a été couronnée par un grand nombre de prix. Vous avez peut-être assisté tout récemment à la saison 7 qui vient de se terminer il y a à peu près 2 semaines. C'est un véritable phénomène télévisuel. Alors l'histoire est assez simple. Il s'agit de la succession du roi Robert Baratheon au trône de fer. Robert Baratheon est le monarque d'un royaume qui s'appelle le royaume des 7 couronnes et qui est appelé également le royaume de Westeros. Et ce royaume est dirigé par autant de maisons seigneuriales. Et à la mort du roi, de Robert Baratheon, chaque maison seigneuriale va prétendre, légitimement ou pas, au pouvoir suprême. Alors, une des phrases qui revient comme un leitmotiv dans cette série, c'est « Winter is coming », parce que l'action de la saga se situe à la fin du règne du roi Robert Baratheon et à l'arrivée d'une période glaciaire qui rebat les cartes des puissances installées depuis des siècles. Alors, bien sûr, un premier parallèle avec la reprise d'entreprise, c'est que dans le domaine de la transmission de PME, très souvent, les opérations actuelles se font dans un contexte économique qui est en pleine mutation, comme on y assiste dans la saga, au moment où l'hiver arrive sur cette histoire médiévale ou fantastico-médiévale. Donc une phase complète de mutation telle que des repreneurs peuvent les connaître lorsqu'ils s'intéressent à des PME qui sont agitées effectivement par tous les soubresauts économiques que l'on peut connaître. Alors on va parler un peu du cédant, en l'occurrence du roi, Robert Baratheon, puisque l'histoire se situe à la fin de son règne. Quelques mots sur Robert Baratheon. Alors c'est un roi qui est plus préoccupé par la chasse et par les jolies femmes que par les intérêts de son royaume. Alors, ce pauvre roi va avoir une fin assez brutale puisqu'il va finir assassiné lors d'une chasse au sanglier truquée. Et donc, on va assister brutalement à une fin de règne dans un contexte qui n'a pas du tout été préparé à une succession. Alors, bien sûr, pour continuer le parallèle avec les cédants, les dirigeants de PME qui vendent leur entreprise, on souhaite bien sûr un meilleur avenir à ces patrons de PME. J'espère qu'ils finiront pas tous brutalement à l'occasion d'une chasse au sanglier. Mais souvent, en tout cas, les patrons de PME, les cédants, n'ont pas préparé leur succession. Et c'est un premier parallèle que l'on peut faire avec cette série. Alors, transmission d'entreprise versus gouvernance. La transmission d'entreprise, en fait, provoque très souvent une rupture de gouvernance au moment où l'entreprise est cédée, en particulier lorsque le successeur, c'est-à-dire le repreneur, vient de l'extérieur, lorsqu'il s'agit d'un repreneur personne physique extérieur à la cible. Et donc là, on a véritablement une rupture de gouvernance telle qu'on peut le voir dans la saga Game of Thrones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes ne sont pas préparées à recevoir un nouveau dirigeant. Ça provoque à minima une certaine résistance au changement. Dans le pire des cas, des mouvements sociaux au sein de la cible et parfois même le départ des hommes clés, ce qui est bien sûr très préjudiciable aux repreneurs. Donc les repreneurs personnes physiques, lorsqu'ils sont extérieurs à la cible, on parle alors d'opérations de type MBI, Management Buy-in. Eh bien, les repreneurs, lorsqu'ils arrivent pour prendre la direction de la société qu'ils ont rachetée, sont très souvent vus comme des intrus par les collaborateurs.
En définitive, ces repreneurs-là n'ont pas la légitimité des collaborateurs qui, eux, sont dans l'entreprise. Et on pourrait considérer que pour des repreneurs personnes physiques, ce n'est pas tellement le repreneur qui reprend l'entreprise, mais c'est beaucoup plus l'entreprise qui reprend le repreneur. L'idée, effectivement, c'est de dire que ce repreneur-là est vu par les collaborateurs d'un œil suspicieux et le repreneur va devoir faire ses preuves. Alors, le royaume de Westeros, le royaume des sept couronnes, eh bien, ce royaume-là est exsangue, tout simplement parce que, vous l'avez compris, le roi Robert Baratheon s'occupe de tout sauf de son royaume. Les finances du royaume sont exsangues. Alors, conscient de ces lacunes, le roi, Robert Baratheon, s'appuie sur ce qu'on appelle dans la saga la main du roi, qui est une sorte de premier ministre qui s'occupe donc des destinées du royaume. Alors dans la saga, ce rôle de main du roi est occupé successivement par Jon Arryn au tout début de la saga, puis par Ned Stark, qui aura une fin malheureuse, je vois qu'il y a des amateurs, et puis par Tyrion Lannister, le nain, personnage célèbre de la saga. Alors, quelques enseignements sur Game of Thrones. De la même façon, c'est un deuxième parallèle, lorsque le repreneur reprend une entreprise, il va devoir s'appuyer sur des compétences en place. Il va devoir trouver sa main du roi ou ses mains du roi, c'est-à-dire des hommes clés qui vont pouvoir l'aider à gérer l'entreprise. Idéalement, le repreneur essaie de trouver au sein de la cible qu'il reprend des hommes clés qui ont des compétences qui viennent pallier aux propres carences que le repreneur peut avoir. Ça peut être un très bon chef d'atelier pour un repreneur qui n'a pas de formation technique, ça peut être un directeur commercial chevronné, ça peut être un très bon financier. Donc le repreneur va devoir s'appliquer idéalement à trouver au sein de la société qu'il reprend des hommes clés qui vont l'épauler et qui vont lui permettre de développer l'entreprise. Il faut savoir que, et c'est pour ça que le visuel montre un orchestre, c'est que lorsqu'un repreneur reprend une société de moins de 20 collaborateurs, le repreneur est souvent un homme orchestre. C'est-à-dire qu'il va devoir assurer à peu près toutes les partitions parce que l'équipe est restreinte. Et ça n'est que lorsque le repreneur reprend une société de plus de 20 salariés, de 20 collaborateurs, que le repreneur va pouvoir jouer un rôle de chef d'orchestre, donc animer les équipes. Donc il est bien évident que pour un repreneur, il est beaucoup plus intéressant d'être sur un rôle de chef d'orchestre plutôt que d'homme orchestre au four et au moulin. Donc voilà le parallèle avec la main du roi. Alors ensuite, dans la saga Game of Thrones, il y a un certain nombre de prétendants légitimes, plus ou moins légitimes, pourrait-on dire, à la succession au trône de fer. Première catégorie de ces prétendants, on a effectivement les 3 photos de personnages bien connus dans la série, à savoir Joffrey Baratheon, qui est le fils putatif de Robert Baratheon, et puis ses 2 frères, Stannis Baratheon et Renly Baratheon. Donc là, vous avez les 3 prétendants légitimes tout simplement parce qu'ils font partie de la famille de Robert Baratheon. Et en termes de comparaison, avec la transmission d'entreprise, ces prétendants légitimes sont constitués par des repreneurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou qui peuvent faire partie de la famille du dirigeant. Donc, lorsque les repreneurs travaillent déjà dans l'entreprise, on parle d'opérations de type MBO, Management Buyout, et bien évidemment, ces prétendants ont toutes les qualités requises pour prendre la suite de l'opération. Alors ensuite, si ces repreneurs qui travaillent déjà dans l'entreprise sont légitimes à la reprendre, qu'en est-il d'un repreneur extérieur à la cible sur une opération de type MBI ?
Eh bien là, se pose un problème de crédibilité ou de légitimité pour le repreneur, parce qu'encore une fois, ce repreneur venant de l'extérieur est vu comme un intrus lorsqu'il arrive dans la société. Il va falloir que ce repreneur extérieur trouve les moyens de crédibiliser, de légitimiser son arrivée et sa prise de pouvoir dans l'entreprise. Alors, ce qui va aider le repreneur extérieur pour prendre ses marques et pour paraître légitime aux yeux des équipes, c'est la connaissance du secteur, par exemple. C'est l'expérience de la PME. C'est le montant de ses fonds propres aussi, bien sûr, puisque ces opérations-là sont sur des bases financières. C'est aussi son équipe de conseil. Est-ce que ce repreneur est accompagné par un expert comptable, par un avocat, par d'autres conseils, et ces conseils jouant un rôle de légitimation de la démarche du repreneur. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour un repreneur extérieur. Il faut qu'il trouve les moyens de devenir crédible aux yeux du corps social. Alors ensuite, une deuxième catégorie que l'on observe dans la saga et sur lesquelles on va faire un autre parallèle, c'est bien sûr les prétendants illégitimes au trône de fer. Alors dans ces prétendants illégitimes, eh bien, ce sont toutes les grandes familles seigneuriales qui veulent prendre la suite de Robert Baratheon. Bon, pour ceux qui connaissent bien la série, on pourrait citer les familles seigneuriales suivantes, les Stark, les Lannister, les Bolton, les Tully, les Martell, les Targaryens bien sûr, etc. etc. Donc toutes ces familles seigneuriales vont vouloir accéder au trône. Elles ne font pas partie de la famille de Robert Baratheon et donc elles vont s'affronter, ces familles-là, dans le jeu des trônes. Elles ne disposent pas des mêmes armes, ces familles-là. Elles ne disposent pas des mêmes ruses. Elles ne disposent pas tout à fait du même sens de l'honneur, si tant est qu'elles puissent en avoir un. Mais elles considèrent toutes qu'elles sont légitimes et que le pouvoir leur revient pour diverses raisons. Et on peut noter dans la série un certain manque d'humilité dans ces familles-là, qui vont toutes engager des combats, des guerres, des affrontements pour monter sur le trône. En termes de transmission d'entreprise, les prétendants illégitimes, ce sont les repreneurs extérieurs à la cible. Encore une fois, ils n'ont pas la légitimité des insiders, si on devait les appeler comme ça. Donc ces repreneurs extérieurs vont se battre avec leurs outils, avec leurs armes, pour conquérir le pouvoir. Mais en tout cas, ces repreneurs individuels doivent eux aussi se poser la question, est-ce que je suis suffisamment humble pour convaincre un dirigeant de PME de céder son entreprise? Quelle est la posture que je dois avoir vis-à-vis de lui? Et donc on est au cœur de ces problématiques de légitimité. Pour ce faire, le repreneur extérieur devra s'intéresser à l'activité du cédant. Il devra éviter de lui donner des cours de stratégie au bout d'une heure de discussion avec lui. C'est du vécu, ce que je vous dis là. Il ne devra pas obligatoirement travailler sur un seul dossier parce que aboutir sur un premier dossier, bon, sauf à avoir beaucoup de chance, la situation n'arrive pas très très souvent. Et ce repreneur ne devra pas non plus penser un seul instant que l'entreprise ne peut être vendue qu'à lui. Parce que c'est assez souvent le cas de repreneurs qui s'imaginent que le cédant, que le dirigeant ne peut vendre sa société qu'à lui. Et ne pas oublier au passage qu'un dirigeant de PME a toujours la possibilité de refuser toutes les offres qu'il a reçues pour peu qu'aucune ne le satisfasse. Donc la solution ultime pour un dirigeant, sauf s'il est obligé de vendre bien sûr, mais la solution ultime d'un dirigeant, c'est tout compte fait de ne pas la vendre. Donc, humilité, et ça c'est un maître mot important pour des candidats à la reprise parmi vous. Ne négligez pas cet aspect-là. Alors, ensuite, dans la saga Game of Thrones, on va assister à des combats qui ne se font pas obligatoirement à armes égales. Pourquoi? Parce que dans la saga, un certain nombre de personnages disposent de moyens non conventionnels, pourrait-on dire. Alors,
non conventionnels. Pourquoi? On peut citer Daenerys, bien sûr, qui a la chance de posséder 3 dragons. Bien sûr, elle dispose d'une arme fatale et ses concurrents ne possèdent pas cette arme-là. Donc on voit bien que le combat est à armes inégales parce que certains compétiteurs disposent d'outils ou d'armes que les autres n'ont pas. On pourrait bien sûr citer Stannis Baratheon, par exemple, qui est conseillé par Mélisandre, qui est la prêtresse rousse hein, dans la saga. Et cette prêtresse-là dispose de connaissances en termes de magie qui font que Stannis Baratheon va pouvoir utiliser hein, les moyens magiques de la prêtresse rousse, hein, de Mélisandre, pour défaire les armées concurrentes. Donc on voit que certains compétiteurs, effectivement, disposent d'atouts que les autres n'ont pas. C'est la même chose pour un repreneur lorsqu'il veut reprendre une entreprise. Lorsqu'un repreneur est extérieur à la société, il peut avoir affaire à ce qu'on appelle des acheteurs stratégiques, c'est-à-dire d'autres candidats à la reprise qui s'intéressent à la même cible. Et parfois, ces acheteurs stratégiques, assez souvent même, disposent de moyens financiers nettement supérieurs aux moyens financiers dont dispose le repreneur personne physique. Et là, encore une fois, on est sur un combat à armes inégales entre un repreneur individuel qui va essayer de valoriser son apport en fonds propres, qui est de toute façon limité, face à un repreneur de type acheteur stratégique, c'est-à-dire une PME sur une opération de croissance externe ou un groupe hein, qui constitue un build-up, eh bien, ces acteurs-là vont avoir des moyens sensiblement supérieurs à ceux dont dispose le repreneur. Qui plus est, pour un patron de PME, vendre sa société à un groupe ou à une autre entreprise présente beaucoup d'avantages. Parce que très souvent, ce dirigeant-là peut espérer vendre plus cher. Parce que le dirigeant, en vendant sa société à un groupe, va être psychologiquement flatté de faire l'opération avec un grand du secteur. Parce que l'opération, à tort ou à raison, l'opération peut paraître plus sécure aux yeux du cédant lorsqu'il vend sa société non pas à un repreneur individuel qui risque à tout moment de revenir vers le salariat, mais à un groupe. Donc l'opération peut paraître plus sécure. Donc tous ces aspects-là font que beaucoup de dirigeants essaient de vendre leur société, non pas à des repreneurs individuels, mais à des personnes morales. Hein, et le repreneur individuel va avoir parfois du mal à faire face à cette concurrence quelque part un peu déloyale. Alors parlons maintenant de l'épouse du cédant, hein, que les fans de la série connaissent bien. Elle est omniprésente, elle s'appelle Cersei Lannister, elle fait partie d'un des clans les plus redoutables de la saga, le clan Lannister. Alors, quelques mots sur le portrait hein, de cette Cersei Lannister. Alors Cersei Lannister dans la série, bien sûr, est l'épouse de Robert Baratheon. Hein. Elle n'est pas pour rien dans la fin tragique de Robert Baratheon à l'occasion de cette fameuse chasse aux sangliers. Elle a une personnalité qui est quand même assez particulière. Elle est très stratège. C'est une façon polie de dire les choses, très manipulatrice en définitive, pour ne pas dire machiavélique. Et Cersei Lannister va tout faire pour conquérir le pouvoir ou à tout le moins pour protéger ses enfants et faire en sorte que sa progéniture accède au trône de fer. Donc elle va défendre ses intérêts et les intérêts de ses enfants, bec et ongles. Elle va agir en coulisses. Elle connaît les arcanes du pouvoir puisque c'est l'épouse hein, de Robert Baratheon. Donc elle sait exactement comment fonctionne le royaume. Et donc elle va manipuler un grand nombre de personnes autour d'elle pour accéder au trône ou pour faire en sorte que ses enfants accèdent au trône. Alors bien sûr, vous vous doutez du parallèle avec la reprise d'entreprise, c'est que souvent les repreneurs individuels négligent le rôle de l'épouse du cédant. Et c'est une belle erreur, bien sûr. C'est une belle erreur parce que l'épouse du cédant, même si elle n'apparaît pas obligatoirement autour de la table de négociation, elle est souvent absente de la table de négociation, elle va bien sûr jouer un rôle en coulisses extrêmement important auprès de son mari, c'est-à-dire du dirigeant de la PME que les repreneurs convoitent.
L'enseignement, bien sûr, pour des repreneurs, c'est préoccupez-vous de l'épouse du cédant, quels sont ses intérêts, quels sont les enjeux pour elle, et accessoirement, préoccupez-vous de la collaboratrice la plus proche du cédant, qui peut aussi parfois jouer un rôle en coulisses. Alors ensuite, on va parler des conseils, parce que dans le domaine de la transmission d'entreprise, bien sûr, il y a un certain nombre de conseils qui interviennent et qui vont jouer un rôle tout à fait particulier. Alors, dans la revue Game of Thrones, on a 3 personnages qui jouent effectivement un rôle important. Il s'agit, pour celui qui est à votre gauche, de Littlefinger, c'est son surnom, hein, il s'appelle Petyr Baelish. Celui du centre s'appelle Varys, son surnom c'est l'araignée dans la série, et puis vous avez Maître Pycelle, hein, qui est le religieux, hein, de l'équipe. Et ces 3 personnages vont jouer un rôle assez particulier parce qu'ils sont censés conseiller, bien sûr, les dirigeants du royaume, mais en définitive, ces 3 conseillers-là vont surtout défendre leurs propres intérêts. Alors, Petyr Baelish, à gauche, utilise assez régulièrement l'assassinat, le meurtre, hein, ça fait partie des outils non conventionnels, des moyens non conventionnels qu'il utilise régulièrement. Varys, en ce qui le concerne, va utiliser l'espionnage. Hein, c'est un homme de réseau et le lobbying également. Et puis vous avez Maître Pycelle, le religieux, qui lui utilise assez régulièrement le chantage. Donc vous voyez effectivement des conseillers qui ont des profils un peu particuliers et qui défendent avant tout leurs intérêts. Alors bien sûr, ils sont redoutables, ces conseillers-là, parce qu'ils ont l'oreille du pouvoir. Ils sont très proches de Robert Baratheon jusqu'à son décès, et puis très proches ensuite de Cersei Lannister. Hein. Alors, dans la reprise d'entreprise... Attendez, on est un peu vite. Dans la reprise d'entreprise, on va s'apercevoir que les conseillers qui entourent le repreneur ou qui entourent le cédant jouent effectivement un rôle. Alors, ils utilisent assez rarement, hein, les experts comptables et les avocats, ils utilisent assez rarement l'assassinat. Bon, ça arrive pas souvent, hein, mais à leur mesure, ils vont utiliser des moyens qui sont tout à fait particuliers. Donc on va voir un deuxième extrait vidéo, hein, de la série sur le rôle de Varys lors d'une discussion avec Tyrion Lannister. You never told me why you set me free. Your brother asked me to. Would have said no. Refuse the Kingslayer, a dangerous proposition. Not as dangerous as releasing me. You risked your life, your position, everything. Why? You're not family. You owe me nothing. I didn't do it for you. I did it for the Seven Kingdoms. A drunken dwarf will never be the savior of the Seven Kingdoms. I don't believe in saviors. I believe men of talent have a part to play in the war to come. Voilà en quelques mots. On revient bien sûr sur notre parabole, notre analogie avec les projets de reprise d'entreprise. Le message est clair pour des repreneurs, personnes physiques qui s'intéressent à des sociétés. Posez-vous des questions sur le rôle effectif des conseillers du dirigeant, hein, du cédant. Quel est leur rôle effectif? Posez-vous aussi des questions en tant que repreneur sur le rôle de vos propres conseils. Hein, très souvent, un repreneur est accompagné à minima par un expert comptable et un avocat, voire par d'autres conseils. Et ces conseils peuvent avoir leur propre motivation. Ils peuvent être tentés de défendre leurs propres intérêts. Je vous donne un exemple. Il est assez courant de voir l'expert comptable du cédant manœuvrer pour faire en sorte que l'opération de cession ne se fasse pas. Tout simplement parce que si l'opération se fait, c'est-à-dire si le dirigeant vend sa société, eh bien l'expert comptable du cédant a toutes les chances de perdre un client. Parce que le repreneur va reprendre l'entreprise en arrivant avec son propre expert comptable. Donc les experts comptables des cédants savent très bien que lorsqu'une opération de transmission a lieu, eh bien, il y a de bonnes chances pour qu'ils perdent un client. Et ça, bien sûr, les experts comptables n'y trouvent pas leur compte. Donc,
on est sur des jeux de pouvoir, on est sur des jeux d'alliance, on est sur des intrigues. On est en plein cœur de Game of Thrones. Hein. Alors, quelques mots sur le mur. Le mur dans Game of Thrones est un personnage à part entière, en définitive. Alors, pour ceux qui connaissent un peu moins la série, le mur est une construction glaciaire qui a été élevée dans la nuit des temps. C'est un mur absolument immense, hein, il fait 500 km de long dans la série et 200 mètres de haut. Et c'est un mur qui est censé défendre le royaume du danger de ceux qui se trouvent au-delà du mur, en particulier ceux que l'on appelle les sauvageons. Ou encore les marcheurs blancs. Hein, ce ne sont pas les mêmes personnages, hein, mais les sauvageons et les marcheurs blancs constituent une menace extrêmement importante pour le royaume. Et donc ce mur est censé servir de ligne Maginot, hein, d'une certaine manière, et de défendre le royaume. Alors, c'est un mur qui est défendu par un ordre séculaire qui s'appelle la garde de nuit. Et en fait, la garde de nuit rassemble... Alors, un grand nombre de parias, des voleurs, des assassins, des violeurs. Et on trouve également dans la garde de nuit, pour défendre le mur, on trouve également les rejetons des familles seigneuriales du royaume. Donc, le parallèle que l'on peut faire avec la reprise d'entreprise, c'est que clairement, les patrons de PME mettent en place des murs autour de leur société pour la défendre. Ces murs s'appellent brevets, s'appellent licences, s'appellent marques, s'appellent contrats. Et donc les patrons de PME protègent leur société et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ériger des murs censés protéger le modèle économique de leur entreprise. Est-ce que ce mur sera suffisamment solide pour les protéger effectivement du monde économique? Ça, c'est moins sûr. Hein. Les dangers qui guettent les entreprises, malgré les murs que les patrons de PME ont pu ériger, les dangers économiques, on les connaît bien, on les connaît tous. Ces dangers s'appellent ubérisation, ces dangers s'appellent numérisation, robotisation, low cost, rupture technologique. Et donc ce sont tous ces dangers-là, à l'image des sauvageons ou des marcheurs blancs, qui peuvent à un moment ou à un autre mettre en péril et faire tomber le mur que le patron de PME a su ériger. Ça veut dire que des repreneurs individuels, lorsqu'ils reprennent une entreprise, il faut qu'ils s'attendent, il faut qu'ils se préparent à faire pivoter le business model de l'entreprise. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, un repreneur du 21e siècle, c'est un repreneur pivoteur. Il va falloir qu'il fasse pivoter le business model de la société. Parce que les protections, les murs qu'a pu ériger le cédant et qui ont bien protégé l'entreprise pendant des dizaines d'années, eh bien ces murs-là seront probablement fragiles et ne supporteront pas ces dangers-là, tels que l'ubérisation, tels que les ruptures technologiques. Donc la parabole, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un repreneur, pour réussir son coup et pour pérenniser l'entreprise, doit être capable de digitaliser les opérations, de les numériser, de robotiser les ateliers. Et donc voilà, on a cette problématique en tant que repreneur aujourd'hui. Alors on va parler d'irrationalité. Alors vous me direz, mais quelle drôle d'idée. Après tout, on est sur des projets sérieux. Racheter une société, lorsqu'on la rachète 1 million, 2 millions, 5 ou 10 millions ou beaucoup plus, on est bien sûr dans des projets, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Pourquoi parler d'irrationalité Eh bien, parlons d'abord de l'irrationalité un peu dans Game of Thrones. Comme tout récit d'heroic fantasy, eh bien, l'irrationalité est omniprésente dans GOT, dans Game of Thrones. L'irrationalité dans GOT, c'est quoi? C'est les dragons, c'est la magie de Mélisandre, on en a déjà parlé, c'est les facultés extrasensorielles de Bran Stark, qui peut pénétrer l'esprit de son loup,
hein, pour ceux qui connaissent la série. C'est les marcheurs blancs, bien sûr, hein, qui sont tout sauf rationnels. Les marcheurs blancs étant des sortes de zombies, hein, de zombies belliqueux, bien sûr, autrement ça serait moins drôle, de zombies belliqueux, un peu à la façon Walking Dead, pour parler d'une autre série à succès. Donc voilà, toute cette magie-là apparaît en filigrane, en permanence, hein, dans la série. Alors, l'irrationalité dans la reprise d'entreprise, c'est quoi? Eh bien, l'irrationalité, on va en parler après. Je vais d'abord vous passer un petit extrait. Growing fast. Not fast enough. I can't wait that long. I need an army. Alors, bon, là, on voit bien ce que c'est, hein, l'irrationalité, il n'y a pas de doute, là, on est bien perché, là. Bon. Dans la reprise d'entreprise, ça paraît moins perché, mais pourtant, l'irrationalité dans la reprise d'entreprise, elle va se manifester parce qu'on a très souvent affaire à des patrons de PME qui sont persuadés de diriger l'Apple du secteur. Ils en sont persuadés. On a très souvent affaire à des patrons de PME qui en veulent 2 fois, 3 fois le prix que ne vaut réellement l'entreprise. On a affaire à des réactions parfaitement irrationnelles lors des négociations entre un repreneur et un cédant. Je peux vous assurer que ces négociations-là, que j'observe au quotidien, sont tout sauf des relations cartésiennes entre 2 personnes adultes. Donc on est effectivement sur des projets qui semblent très carrés, très cartésiens, et qui ne le sont absolument pas. Hein. Parfois, c'est le repreneur qui n'est pas réaliste. Beaucoup de repreneurs, lorsqu'ils démarrent un projet de reprise, sont persuadés qu'ils vont pouvoir racheter une société en l'espace de 6 mois. Là où les statistiques disent qu'un repreneur individuel met autour de 2 ans pour reprendre une société. Donc vous voyez des personnages face à face, lors des négociations en particulier, qui sont dans la magie, qui sont dans l'irrationnel et qui sont dans des choses tout à fait surprenantes. Alors, comment conclure? Si je devais donner un conseil à des cédants, peut-être que certains d'entre vous ici envisagent de vendre leur société après un parcours entrepreneurial réussi et une opération de transmission qui vient couronner toute une vie de labeur et d'efforts. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner à des cédants, c'est probablement d'éviter la chasse aux sangliers. Hein. Je pense que ça serait une bonne idée, hein, pour ne pas finir comme Robert Baratheon. Mais plus sérieusement, de s'entourer d'une équipe de conseil bien déterminée à aller dans le même sens qu'eux, hein, en termes d'intérêt. Et puis, ma foi, concernant le repreneur, je conseillerais aux repreneurs de se transformer en Tyrion Lannister, puisque effectivement la devise de la famille Lannister, c'est qu'un Lannister paie toujours ses dettes et les banquiers adorent ça. Voilà, je vous remercie.
business power.